Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Hugo et Pauline de Circonflex Mag. Aujourd'hui, format un peu spécial pour débriefer le grand débat qui a eu lieu hier soir à l'Université catholique de Lille, qui, je le rappelle, se concentrait sur la démocratie, la citoyenneté et la transition écologique. Pour nous parler de ça, nous avons aujourd'hui Camille-Olivier Verseau, membre du collectif Faites la Friche. Nous avons aussi Maëlle Nutz, membre de l'association Les Pieds sur Terre, et Antoine Michaud qui a participé au grand débat hier soir, et notamment membre de l'association GEDAM. Avant d'aller plus loin, retour sur cet événement organisé par la Fédération de l'Université catholique de Lille. Hier soir, la Fédération des étudiants de l'Université catholique de Lille a organisé un grand débat pour les jeunes. Je suis venu ici ce soir pour parler avec des jeunes et qu'on ait ensemble un mouvement, un élan pour la transition écologique, qu'on ait une envie et qu'on ait des solutions à apporter. Pourquoi on a voulu l'organiser? Parce qu'on s'est rendu compte en fait dans tout le mouvement national qui du coup organisait ces grands débats que les jeunes n'en faisaient pas partie, et on s'est dit, en étant la fédération des étudiants de l'Université catholique de Lille, si nous on fait rien, c'est vraiment dommage. Les jeunes n'en faisaient effectivement pas partie, un constat partagé par Thérèse Lebrun, garante du débat. D'abord, les jeunes ne se sont pas sentis d'emblée concernés par le grand débat. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'ils ne se sont pas sentis, me semble-t-il, accueillis au sein des débats, ce qui va peut-être un peu avec le premier point. Le troisième élément, c'est que les sujets ne leur ont pas toujours parlé. Alors la transition écologique, oui. La démocratie et la citoyenneté que vous avez choisi ce soir, un peu moins que la transition écologique. Ils étaient une bonne centaine à l'événement, motivés par plusieurs raisons. Moi, ce qui m'a poussé à venir, c'est tout simplement le débat, écouter les propositions de chacun et apporter les miennes. Alors je suis venu tout d'abord parce que c'est un projet qui a été monté par mes amis et du coup ça me tenait vraiment à cœur de participer. Et je trouve l'idée de débat très important et pas assez fréquent. Alors pourquoi être là ce soir? C'était une véritable opportunité tout d'abord parce que Emmanuel Macron a proposé d'apporter notre pierre à l'édifice à ce quinquennat, et l'objectif c'est véritablement de construire un raisonnement afin d'être force de proposition, nous la jeunesse, et c'est une véritable chance qui nous avait jamais été donnée jusqu'alors. Toutes les propositions issues des tables rondes ont fait l'objet d'une restitution à la fin du débat. Du coup, on va voir tout de suite, on a sélectionné avec toute l'équipe 9 propositions. On va en débattre, mais tout d'abord, je laisse nos invités se présenter. Alors l'essentiel a été dit, je suis membre donc du collectif Faites la Friche et par ailleurs je suis enseignant professeur de philosophie. Voilà, donc moi c'est Maëlle Nutz, comme ça a pu être dit. Je fais partie de l'association Les Pieds sur Terre qui se trouve à l'Université de Lille et plus particulièrement aux facultés de droit et de santé. Et de plus, je fais des études de sciences politiques, je suis en deuxième année. Donc moi c'est Antoine Michaud, donc je suis étudiant donc, en 4e année d'école d'ingénieur en agronomie à Lille. Et j'ai participé hier au grand débat et donc là je suis là pour représenter ce qui s'est dit et le sentiment qu'ont eu les jeunes pendant ce débat. Alors on va passer tout de suite aux propositions. Pour commencer, il est ressorti du débat que les politiques ne s'intéressent pas assez à l'écologie. Qu'en pensez-vous? Je veux bien répondre à la question, mais évidemment à l'échelle de notre département ou à l'échelle de notre agglomération lilloise. Je pense au projet d'aménagement de l'ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur. Et pour faire bref, il semble que la préoccupation première de la première élue de la ville de Lille était de produire un geste architectural fort, dit-elle, à l'une des entrées de la ville, c'est-à-dire monumentale, une débauche de construction sur un espace dont il y a deux espaces. La friche Saint-Sauveur au sens strict, 23 hectares, où la végétation avait repris ses droits depuis la cessation des activités de la gare de marchandises en 2003, donc toutes sortes d'espèces végétales. Et d'autre part, le parc du Belvédère, dont je précise qu'il devait faire partie, de l'aménagement de la porte de Valenciennes, c'est-à-dire de la ZAC de la porte de Valenciennes, comme on l'avait promis aux habitants des immeubles nouvellement construits. Et il a été finalement intégré à la ZAC du projet Saint-Sauveur, ce qui fait qu'ils peuvent désormais construire, si du moins nous ne les empêchons pas. Oui, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Université catholique de Lille, on a le sentiment vraiment que c'est à deux vitesses, que les projets qui sont plus orientés par exemple de construire une piscine olympique ou des bâtiments, c'est beaucoup d'argent, que c'est des projets qui vont beaucoup plus vite.
Mais alors quand c'est plus de la transition qui vont être directement utiles pour les citoyens, pour les étudiants, par exemple d'aménager des pistes cyclables ou des aménagements pour les vélos, et ben c'est des choses qui prennent plus de temps, qui ont moins d'investissement. Et on a le sentiment vraiment que les politiques, ils pensent d'abord à ce qui est plutôt les intérêts plutôt économiques que les intérêts directs des citoyens. Et c'est un peu frustrant quand on est étudiant, on n'a pas le sentiment d'être représenté et on n'a pas un lien direct avec les politiques. En fait, si j'ai bien compris, du coup, ça serait plus on devrait s'investir plus dans le local en fait que dans le national. Vous partagez un peu cet avis-là? Oui, plutôt. Moi, je me suis également investie en dehors de l'association Les Pieds sur Terre au niveau du service développement durable de l'université. Mais là encore, c'est à peu près le même système de fonctionnement qu'au niveau de l'État et du coup, c'est compliqué de faire bouger les choses. Aujourd'hui, on se retrouve avec une université qui représente un peu l'État de la France actuellement, qui est en retard sur tout ce qui peut être fait au niveau écologique. Nous, on n'a parfois même pas le tri, ce qui est quand même pareil du b.a.-ba aujourd'hui. Et donc c'est vraiment compliqué, on fait quand même des efforts à droite à gauche. On a proposé une flotte de vélos à louer aux étudiants qui peuvent emprunter à l'année pour un moindre coût. Donc ça c'est déjà un début, mais on sent que ça va à reculons et que c'est compliqué de faire avancer les choses aussi. Je me disais que l'opposition entre local et national est parfois peu pertinente, parce que ça dépend de l'échelle qu'on se donne pour parler du local. Par exemple, voilà, la majorité municipale conduit des projets pour alimenter cette politique d'attractivité et de rayonnement de la ville de Lille. Et donc, il y a un moment où, finalement, on attire toute la population et on doit justifier des projets de construction de logements et la surdensification de la ville, etc. Mais oui, vous disiez que c'était peu pertinent, mais là, en termes de national, il y a l'affaire du siècle. On en parle beaucoup en ce moment. C'est cette opération qui vise à attaquer l'État en justice pour inaction climatique face aux dangers et à l'absence d'action envers l'écologie. Est-ce qu'il faudrait arrêter d'attaquer l'État? Parce que sa réponse finalement à l'État du gouvernement, c'était on pense qu'il n'y a pas assez d'adhésion des citoyens face aux moyens qu'on va mettre en place. Alors qu'il y a eu 2 millions de signatures. Donc est-ce que les citoyens devraient délaisser cette lutte contre l'État et aller dans leur mouvement, continuer leur mouvement, peut-être voir ça avec les entreprises et plus se concentrer sur l'État? C'est évidemment pas ce que je voulais dire. Non, le national et l'étatique, c'est différent. Et dans le cas de Saint-Sauveur, heureusement qu'on avait l'avis d'une agence indépendante, donc étatique, qui s'appelle l'autorité environnementale tout simplement, et qui a souligné toutes les faiblesses du dossier porté par la ville et par la métropole. D'accord. Tout de suite, on va passer à la deuxième proposition. Les étudiants ont soulevé le fait que la France, elle doit s'inspirer d'autres pays. Notamment, ils avaient parlé de la Vélorussion à Amsterdam. Vous en pensez quelque chose par rapport à ça? Ça existe déjà à Lille, en fait. Il y en a une tous les mois, il me semble, si je ne me trompe pas. Et ça fonctionne plutôt bien parce que j'en ai déjà croisé plus d'une fois et ils sont plus d'une centaine des fois, donc ça fait son effet. Après, il faut aussi savoir qu'il y a une nécessité d'aménagement et de remise en cause aussi de cette idée de compétition, parce qu'aujourd'hui, on est un peu à ce niveau-là. Lille a voulu, s'est présentée pour devenir capitale verte en 2020. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont encore à faire, surtout sur la métropole. On a appris récemment que les déchets qui étaient triés, en fait, n'étaient pas forcément recyclés. Alors, j'ai pas les pourcentages exacts, donc c'est à vérifier, mais à ce niveau-là, c'est déjà compliqué. En plus, il n'y a pas de... du coup, il y a le cas du projet de Saint-Saulve qui reflète aussi un peu la complexité d'agir. Et c'est assez global quand on a pu voir récemment Emmanuel Macron qui précisait que c'était d'abord chacun de nous qui devait réagir à ce changement. Bon, on peut en rigoler doucement quand même, puisque il faut savoir que c'est quand même aussi les entreprises et le marché, la logique de marché, peu importe à quel niveau soit-elle, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est du coup souvent au détriment de l'environnement et de l'écologie, parce que c'est des problématiques qui paraissent moindres. Et donc il y a peut-être des critères à travailler aussi dessus. Antoine, du coup,
du coup, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que ça doit pas être... Ça doit pas être des choses qui sont prises... Enfin, c'est pas des engagements citoyens, en fait. Donc, parce que tu es en train de dire qu'il fallait pas mélanger ces deux choses entre les décisions prises au sommet et l'engagement citoyen. Je pense qu'il y a deux mesures, deux échelles. C'est-à-dire que nous, on peut, à notre échelle, changer notre consommation, faire attention, ne pas utiliser un surplus de plastique, s'arranger pour se déplacer, par exemple, avec une gourde au lieu d'acheter une bouteille d'eau à chaque coin de rue, ramener son Tupperware quand on va acheter quelque part, etc. Ça, c'est plein de gestes qu'on peut faire nous-mêmes. Faire attention à ne pas acheter des produits trop mauvais pour l'environnement. Pareil pour la mode, essayer de ralentir sa consommation, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un mode de consommation qui est très, très important et qui joue aussi sur l'écologie. Mais après, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la majorité de la pollution, ce n'est pas chacun de nous qui la faisons. Et il y a un gros travail à faire. Moi, je prends toujours l'exemple du prix de l'avion qui est beaucoup moins cher que le train. Et je trouve que c'est un paradoxe énorme au vu de la consommation et de l'impact énergétique que ça peut avoir, quoi. Camille, vous voulez ajouter ? Oui, tout à fait d'accord pour dire qu'il faut nécessairement une politique publique. Et l'exemple de Saint-Sauveur l'illustre assez bien, c'est-à-dire que si ce projet d'aménagement se réalisait, ça générerait 25 000 déplacements quotidiens, en plus de ce qui existe déjà. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait 25 000 automobiles en plus, hein. Non, il y en aurait 8 000. Et donc l'autorité environnementale indique que, évidemment, ce quartier qui est déjà le plus pollué de l'île le serait massivement, quoi. Ce qui veut dire que s'y promener en marchant, s'y promener en faisant du vélo, c'est déjà s'exposer à des risques sanitaires, mais gravissimes. Est-ce qu'on dit tout de suite qu'il y a une maladie qui sévit sur le quartier Moulin, le polype nasal, et donc le CHR reçoit toutes sortes de patients qui, bien souvent, viennent du quartier Moulin. Ouais, je voulais revenir là-dessus. C'est vrai que c'est... Enfin, comme on dit, ça vient... Les initiatives, elles doivent venir des citoyens, mais en même temps, on ne peut pas non plus... Enfin, on a l'impression aussi que quand on veut faire des efforts, on a souvent des bâtons dans les roues et que c'est bien. Je pense que c'est super important que tout le monde se mette à fond dans, par exemple, ne pas utiliser des déchets, comme vous l'avez très bien dit, ou moins se déplacer, etc. Mais il faut aussi qu'on ait une politique qui encourage les gens à le faire et que ça soit pas plus difficile presque d'être écolo que de consommer normalement. Nous, on peut agir, mais il nous faut l'aide de l'État aussi. Il faut l'aide de l'État parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on va dans un supermarché, c'est très difficile de ne pas prendre de plastique. C'est parfois même interdit. Il y a eu des lois qui ont changé récemment, mais où c'était interdit qu'une grande surface distribue des denrées alimentaires sans plastique. Si c'était un Tupperware que vous amenez, vous n'avez pas le droit, parce que sinon, elle a la responsabilité que s'il y a une maladie qui est transmise, ça sera la faute de la grande surface, alors que... Enfin, il y a aussi faut que vraiment les lois elles soient en cohérence aussi avec les actions des citoyens. Évidemment. Moi, je relancerais bien cette question que je trouve passionnante, c'est-à-dire est-ce que l'initiative doit être celle de l'individu ? Bon, on est tous d'accord pour faire ce constat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu à faire face à un défi comme celui-ci. C'est planétaire, etc. Et déjà, on n'est pas très fiers, nous, la génération d'avant, de léguer à celle qui vient le monde en l'état où nous le laissons. Et il faudrait demander aux individus de faire face avec les ressources individuelles. Mais c'est à l'échelle au moins d'une communauté nationale et au mieux mondiale. D'accord. Alors, par contre, on parlait des autres pays, de s'inspirer notamment Pays-Bas, les vélos. Mais au niveau citoyenneté, on parlait de la Suisse dans le grand débat. Au niveau de la démocratie participative, du référendum local, notamment, ça s'est beaucoup revenu. Est-ce que vous êtes favorable à ça, notamment au collectif Faites la Friche? J'imagine que vous êtes assez déçus du fait qu'on ne sollicite pas beaucoup les citoyens sur les décisions qui sont prises. Donc on a un petit parcours, sur 3 ans et demi, ponctué d'expériences variées, allant décrescendo dans, non pas l'espoir, on n'a jamais beaucoup espéré, mais dans la possibilité d'un dialogue avec les institutions. Ce que je remarque au sein de cette mobilisation, c'est que ça ne se superpose pas du tout, je veux dire, le statut de citoyen, donc quelqu'un qui va voter, qui croit encore aux institutions, et la détermination, l'élan militant pour défendre
pour soutenir des enjeux considérables, quoi. Il y en a assez de cette façon de construire la ville, il faut faire autrement. Et dans ce cas, ça passe par d'autres ressources. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des habitants et des habitantes qui se mobilisent avant d'être des citoyens ou des citoyennes. Puisqu'on vit la plus grande crise de la représentativité politique, voilà, on ne va pas à nouveau rejouer cette carte-là. C'est pourquoi nous n'avons pas pris part, bien sûr, au grand débat. Mais du coup, effectivement, l'impact du référendum est très important. Après, il y a une question de savoir aussi comment c'est fait. C'est-à-dire qu'un référendum, ça veut à la fois tout et rien dire. On peut poser une question qui soit totalement fermée, en fait, qui ne laisse pas de possibilité à l'expression réelle des citoyens par rapport à une telle question, ou alors vraiment avoir une réelle prise en compte, en fait, de la vie de chacun. Et je pense qu'il y a, du coup, il y a deux choses à distinguer. Et effectivement, s'il y a une réelle prise en compte, ça peut être très intéressant. Surtout sur des cas d'aménagement où aujourd'hui, par rapport au climat ou même à la démocratie, tout ce qui peut toucher à la commune de quelqu'un et d'un ensemble de personnes, quoi. Ouais, parce que du coup, ce qui a été dit hier au grand débat, c'est vraiment ce manque le fait que quand on est étudiant, on ne se sent pas représenté par les hommes politiques, et d'avoir ce référendum, ça permettrait d'avoir... Par exemple, quand on voit l'effet qu'il y a eu, on parlait tout à l'heure de l'affaire du siècle, 2 millions de signatures, et il n'y a pas de loi qui débouche derrière. Et je pense que ce que les étudiants disent, j'ai eu le sentiment que les étudiants disaient hier, c'est que on a envie d'être écouté, on a envie d'avoir la possibilité aussi de pouvoir créer des lois sans être politique, et d'être capable, juste avec un certain nombre de signatures, de faire une proposition de loi, qu'ensuite elle soit débattue à l'Assemblée et peut-être mise en place. Et c'est vraiment ça, l'idée d'un référendum local, c'est qu'on puisse avoir des outils pour amener nos idées à être mises en place. Mais peut-être que du coup, dans ce biais-là, il n'y a pas que le référendum à réfléchir, il y a peut-être aussi des instances telles que des commissions pour réfléchir à ces questions-là au sein de chaque université, déjà parce qu'on est là où il y a regroupe tous les étudiants. Après, à l'échelle un peu plus globale d'une métropole, je pense qu'il y a plein de choses à concevoir et à lier avec la démocratie directe et faire que peut-être qu'il y ait moins ce sentiment de ne pas être écouté, justement, et de pallier aussi le désintérêt politique qu'il peut y avoir, que ce soit d'ailleurs en politique même ou sur la question climatique en général. Oui, je pense au vocabulaire employé par l'astrophysicien Aurélien Barraud, alors, qui d'une part parle de harcèlement. Il s'agit de harceler les élus, parce qu'il y a urgence. Et d'autre part, nous rappelle, à chacun d'entre nous, oui, on est expert à notre façon. Alors, par rapport aux questions d'urbanisme, on parle d'expertise d'usager. Pour en finir une fois pour toutes, pour en finir avec, je ne sais pas, comment dire les choses, le fait que les experts dits scientifiques auraient seuls droit au chapitre. Et donc, il nous rappelle que nous avons une expertise d'usager, et il va beaucoup plus loin, il dit nous avons une expertise de vivant, parce qu'il s'agit quand même de sauver la vie humaine, quoi. Voilà, donc tout le monde est compétent en ce sens. Je vais revenir ensuite à ce que vous avez dit tout à l'heure, Camille, par rapport au grand débat, en fait, et que du coup, on s'est penché aussi sur la volonté d'améliorer la relation entre les élus et citoyens. Est-ce que ce grand débat, qui arrive à son terme, en fait, dans 2 jours, est-ce que c'est un échec pour vous? Est-ce que... Très brièvement, c'est un échec dès son point de départ, puisque c'est venu doubler un mouvement social. Voilà. Il y a une volonté de faire taire aussi par ce biais-là, en disant on va vous écouter, etc. Aujourd'hui, ça a duré quand même depuis un moment, et pourtant on n'a aucun résultat, on ne voit rien, on n'a pas l'impression qu'il est écouté. De toute façon, je ne sais même pas s'il y a énormément de monde qui ont pu suivre ce grand débat. Alors je ne sais pas si c'est par désintérêt ou en se disant que ça n'aurait pas de finalité. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de sentir une réelle efficacité dans ce débat-là, en fait. L'opinion publique est assez divisée à ce propos. Beaucoup parlent d'opérations de communication. D'autres pensent que c'est vraiment dans le but de sauver la situation en France. Je pense que l'idée est bonne de pouvoir mettre en place des débats pour toute la nation et qu'on puisse tous avoir son mot à dire.
Mais dans la réalisation, c'est vrai qu'il y a des... Comme vous l'avez dit, ça vient après un mouvement social et ça aurait dû être fait avant. Ou peut-être, enfin, ça ne doit pas être en réponse à un mouvement social, c'est quelque chose qui doit être peut-être plus fréquent et normal, en fait, qu'on puisse donner son avis. Et je pense que, enfin, du moins, ce que j'ai vu hier, c'est que les gens ont envie, en fait, d'être écoutés, ont envie de proposer des solutions. On est, comme on disait tout à l'heure, on est acteurs vivants et c'est à nous, enfin, on est les meilleurs concernés pour donner son avis sur ce qui se passe dans la France. Et donc, je pense que c'est une bonne idée, c'est juste que ça n'a pas été mis assez bien en place et que c'est dommage, par exemple, qu'on ait aussi peu d'étudiants, enfin de jeunes qui soient intéressés par ce grand débat, alors qu'on est une grosse partie de la population et que c'est quand même notre futur. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de jeunes qui soient intéressés par ça. Mais après, du coup, c'est sûrement la politique qui a pêché là-dessus, sur la communication, sur l'organisation du débat, et qui a pas... C'était une bonne idée, mais c'est peut-être pas allé jusqu'au bout, quoi. Il y a un étudiant qui disait justement que ce genre de débat devrait être plus fréquent, finalement. Ouais. Ça ne devrait pas intervenir que dans des moments de crise pareils. Puis même à la fin d'un atelier, on a remarqué que... on s'est tous regardés et on s'est enfin dit... c'est dommage d'avoir attendu qu'on nous lance ces propositions pour enfin se rejoindre et se remélanger, se remixer et devenir des environs très différents au final pour avoir un vrai débat. Et c'était le but, et je pense que c'est la chose qui a été réussite. Mel ? Du coup, si je peux me permettre, il y a une différence après entre le fait d'échanger entre nous, du coup rassembler des jeunes au cours d'une discussion. Moi j'ai l'impression qu'avec l'association on essaye vachement de le faire, que ce soit avec des conférences ou avec des ciné-débats, enfin des lieux où on peut échanger sur une thématique, aussi poser des questions avec des personnes qui sont plus calées sur le sujet que nous, parce qu'on n'est pas non plus bon dans tous les domaines. Mais il y a aussi le contexte du débat national, et là par contre, de toute façon, en tout cas ça peut être une sensation de pas mal de personnes, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y aura de réponses et de conséquences à ce débat-là. C'est-à-dire qu'on va vous dire à la mode de Gaulle, je vous ai compris, et ça s'arrête là. Enfin, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a un décalage entre l'attente gouvernementale et puis la réalité. Mmh. Oui, je voudrais revenir sur un point, c'est que s'il s'agit, comment dire, de prendre position, enfin hop s'il s'agit d'expressions populaires. Mais comment est-ce qu'on peut penser que ce débat-là a sa place ? On parle beaucoup, enfin on parle parce que ça a eu lieu hier au sein de l'université, n'est-ce pas ? Mais rendons-nous compte que voilà, ce sont des étudiants qui ont déjà une écoute, ne serait-ce que de leurs professeurs, un cadre, un lieu physique pour se réunir. Et je pense à l'inverse, à ceux qui ont été longtemps sans voix et qui ont pris voix. Et il y a eu combien de centaines de gardes à vue ? Au même moment où se tenait le débat, le grand débat, eh bien, les juges, signaient les dossiers, quoi. D'accord, donc si vous le voulez bien, on va repasser au sujet de la transition écologique. Comment lutter contre la pollution des mégots ? C'est beaucoup revenu. Il y a l'association Adespol qui a lancé l'opération Un mégot contre un fruit. Donc le but, c'est on ramasse un mégot et on a le droit à un fruit en échange. Est-ce que vous avez des idées pour compléter ce genre de mouvement ou alors des infrastructures à apporter pour lutter contre ce problème ? Mais du coup, Adespol, il faut savoir que c'est une association de sciences politiques qui est à l'Université de Lille. Oui. Et nous, les Pieds sur Terre, on a tenté aussi d'agir par rapport aux mégots. On voulait créer et installer des cendriers spécifiques afin de pouvoir recycler les mégots. Il y a une entreprise en Belgique et une près de Lille qui s'occupent de ce genre de choses. Par contre, ça a un coût qui est très important et aujourd'hui, en tant qu'association, on ne peut pas se permettre de financer ce recyclage de mégots. Donc il y a peut-être effectivement des universités à toucher ou des politiques publiques, que ce soit par rapport à la MEL, du coup, pour Lille. Mais ça reste un coût très important. Et ce qu'il faut savoir en soi, c'est que le plus écologique dans tout ça, c'est de ne pas fumer, parce qu'au moins, il n'y a pas de mégots. C'est sûr, c'est sûr. En plus, quand on sait qu'un mégot met 12 ans à se dégrader dans la nature, c'est un vrai problème, finalement. Et donc, oui, ça ressortait beaucoup dans le débat, cette histoire de mégots.
Au niveau du choc des générations. Oui, du coup, voilà, une idée est remontée suite au débat. Une idée qui aurait un choc de génération entre les plus jeunes et les moins jeunes, notamment sur la question écologique. Est-ce que vous sentez voilà, plus ou moins d'accord avec cette... de manière générale et au sein des associations aussi. Ouais. Bah, du coup, je parle un peu de mon expérience personnelle, comme je suis membre d'une association du coup, qui a pour objectif, une association solidaire dans mon école qui a pour objectif d'accompagner vers la transition écologique agricole en ville. Et on constate vraiment que les étudiants, ils sont là, ils sont motivés pour avoir les idées. Et c'est vrai que souvent, on n'a pas de... Les adultes ou les professeurs ne viennent pas nous aider. Et quand on vient vers eux, c'est vraiment... si j'ai 5 minutes pour cette association, peut-être que je vais le faire. Mais ils ne vont pas consacrer pleinement de leur temps, comme si c'était... Parce qu'on était étudiants ou plus jeunes, on n'était pas capable de faire aussi bien qu'eux. Alors que... moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que... on a tous les mêmes capacités. Même si, oui, quand on a plus d'expérience, on peut faire les choses mieux. Mais c'est aux gens... c'est vraiment l'impression qu'il y a une vraie fracture et que les gens ne viennent pas aider les plus jeunes, alors qu'on a besoin, je pense, d'avoir un accompagnement des gens qui ont plus d'expérience. Et les jeunes attendent que ça. C'est mon sentiment, c'est vraiment que les jeunes ont envie de bouger, font des choses et qu'il y a des associations qui les accueillent, mais pas assez. Et souvent, dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu de l'université, on a l'impression qu'on est étudiant, on est inférieur, et par défaut, on est inférieur et on n'est pas capable de faire les choses, quoi. Après, il faut savoir que l'engagement, en dehors de toute chose, c'est aussi... on est socialisé ou pas à l'engagement. Moi, personnellement, j'ai toujours été dans un milieu très sensible à l'écologie et ça joue sur mon parcours aujourd'hui. Pour autant, dans l'association, il y a des personnes qui viennent avec une très basse connaissance de ce que peuvent être les alternatives écologiques, en quoi consiste l'association, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on peut monter comme projet, proposer, etc. Et pourtant, il y en a qui prennent très vite goût et deviennent de fervents militants. Et on arrive aujourd'hui à du coup, créer un peu de partenariat. Alors effectivement, nous, à l'université, il y a l'avantage d'avoir le service développement durable qui suit derrière. C'est pas toujours facile, voilà, mais moi je pense qu'il y a aussi une différence d'institution, dans le sens où nous on est étudiants, mais par contre avec la famille, nous il y a déjà des parents qui sont venus nous donner des coups de main et ça fait très bien l'affaire, quoi. Il y a pas de... Notamment pour le potager, là on récupère un peu tout chez nous, des savoir-faire et des outils, donc ça se fait, quoi. Donc vous ne pensez pas qu'il y a vraiment un réel problème au niveau de ça que... Il y en a un, mais ça dépend. Il n'est pas toujours à la même place et je pense qu'il faut aussi être capable d'entendre d'autres points de vue. On n'a pas vécu tout ça à la même époque. Un regard en arrière, mais avant, il existait le système des consignes, etc. Aujourd'hui, il n'est plus du tout présent. Et je pense qu'il y a aussi la génération de nos parents qui ont pu subir tous ces changements-là sans forcément s'en rendre compte. Et en fait, aujourd'hui, ça leur retombe sur la tête. Et pourtant, ils faisaient autrement, ils arrivent à faire autrement. Et en même temps, aujourd'hui, on leur dit que c'est eux les responsables, alors que c'est un peu facile en soi. Et il faut que chacun puisse y mettre du sien, je pense. Oui, c'est une question que j'aime bien. Comment chacun s'implique. Et donc, dans le cas de la défense d'un projet alternatif sur le site Saint-Sauveur, alternatif à celui porté par la ville. Donc je rappelle quand même très rapidement, donc c'est 2500 logements, 55 000 m² de bureaux, 35 000 m² d'espaces commerciaux et cette piscine avec ses 5 bassins, etc. C'est vraiment une aventure militante très instructive parce que déjà, pour se dire, j'ai le droit de parler de ce genre de choses, j'ai le droit d'y réfléchir. Sur quoi? Sur la ville. On se dit, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je suis pas, etc. Bon. Et pourtant, ça peut prendre un sens très concret, surtout quand on a l'espace aussi grand que les 23 hectares sous les yeux. Et cet espace, on l'avait effectivement, on continue de l'avoir sous les yeux depuis le métro. Et chacun d'entre nous, chacune, peut-être est passé en disant, c'est quoi? Je m'en désintéresse, quoi. Il y a bien des gens pour s'en occuper.
Alors, il faut dire que, c'est quand même une question à se poser. Comment se fait-il qu'on se soit mobilisé finalement si tard? Pas trop tard, heureusement, mais si tard. Il faut dire que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des institutions, il y a eu toute une politique de communication qui broie, ou plutôt qui retourne les cerveaux, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il a été question de l'aménagement du site Saint-Sauveur, quand on lisait le projet, les grues arrivent après-demain, quoi. Vous n'avez plus le temps de dire ce que vous voudriez. Et puis, cette politique de communication, cette stratégie, elle s'est appuyée, et c'est là qu'on se dit, ah oui, construire la ville, ça met en jeu tellement de choses. Ce projet d'aménagement, il a été conçu en s'adossant sur un projet de programmation culturelle, c'est-à-dire la gare Saint-Saul, qui aujourd'hui, justement, usurpe le nom de la gare Saint-Saul, mais ce n'est pas juste ce problème, hein. Mais c'est déjà significatif. Quand vous parlez du site Saint-Sauveur, bien souvent, on dit oui, la gare Saint-Saul, quoi, où il y a des concerts. Bon. Mais le plus problématique, c'est que ce pharaonique projet immobilier est venu justement s'adosser sur la programmation de Lille 3000, c'est-à-dire sur le label Lille, capitale européenne de la culture, en 2004. Et il faut savoir que la destruction des anciennes halles, des anciens entrepôts de la gare Saint-Sauveur, eh ben, la destruction, elle a été bien sûr sélective. Et on a privilégié les halles qui étaient du côté, disons, pour aller vite, bourgeois, des quartiers bourgeois, donc Lille Centre, par rapport à des halles qui auraient pu être préservées et qui s'ouvraient sur le quartier Moulins. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Le mur de la rue de Cambrai est toujours debout, donc il y a une vraie muraille, et la gare Saint-Saul, bah, il faut contourner tout ça, et s'il n'y a pas un seuil psychologique qui nous arrête, entrer dans l'espace Saint-Sauveur. Très bien, merci. Alors, sans transition, peu de jeunes mangent bio. C'est revenu aussi durant le débat. Pourquoi? Il y a aussi cette histoire de prix. Le bio, c'est cher. Les étudiants n'ont pas forcément le budget qui suit. Donc, que pensez-vous de ça au niveau du bio? Du coup, je me permets de rebondir. Nous, en tant qu'association Les Pieds sur Terre, on fait une distribution de paniers de légumes qui viennent du jardin de Cocagne de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Et en fait, on s'était dit que c'était aussi la place de l'université, enfin, du coup, à travers l'université, de permettre à des étudiants qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens de pouvoir manger mieux et du coup, local de saison, ça va de pair pour nous, après c'est une certaine logique. Et de cette manière-là, nous avons demandé au fond de l'université de subventionner en fait le prix des paniers. Ainsi, on les vend moins cher, sachant qu'il y a aussi un programme national qui s'appelle les paniers solidaires et qui subventionne à hauteur de 4 € les paniers. Donc en fait, aujourd'hui, on est avec un panier qui vaut 10 €, enfin qui coûte 10 €, qui est subventionné de 4 € par ce programme national des paniers solidaires, de 4 € par l'université. Et ensuite, l'étudiant paye 2 € en fait. Et nous, on s'est arrangé. Il y a tout un système de subventions, c'est des dossiers à faire, etc. Mais aujourd'hui, on est content de pouvoir dire qu'il y a des étudiants qui peuvent facilement en plus accéder à des produits. L'avantage des paniers, c'est qu'on ne choisit pas ce qu'il y a dedans. Alors ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais en même temps, ça permet de découvrir de nouvelles choses et de s'ouvrir à des légumes qu'on connaît moins, par exemple, et puis de manger un peu plus équilibré, il faut le dire, parce que c'est pas toujours évident quand on est étudiant. Après, il faut aussi comprendre que manger bio, c'est pas que manger bio, c'est aussi changer sa consommation. Et donc ça veut dire moins facilement aller manger un kebab dehors qui coûte entre 5 et 7 € selon les menus, etc. Mais cuisiner chez soi. Et en fait, l'un dans l'autre, ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais en même temps, normalement, on mange moins parce que c'est plus nourrissant, mais c'est parce qu'on a un mode de consommation qui est aussi très important et que on achète beaucoup, même pour manger, on consomme beaucoup, mais ça c'est palliable, enfin, c'est un choix à faire. Aujourd'hui, on est dans la toujours plus et pas forcément de bonne qualité. Il y a peut-être un changement à faire à ce niveau-là, que ce soit au niveau alimentaire ou autre, de toute façon, où en fait la qualité c'est quand même important aujourd'hui et c'est au détriment de quoi on en est arrivé là, quoi. Donc c'est plutôt à nous de changer notre mode de consommation. Après, il y a aussi des initiatives à faire au sein des cantines, etc. Aujourd'hui, en France, il y a quand même quelques changements. Il y a de plus en plus de cantines qui, surtout dans les collèges pour l'instant, qui ont par exemple des poules pour les déchets alimentaires qui restent, qui ont fait des partenariats avec les maraîchers du coin pour pouvoir
donner des produits bio locaux et de saison à la cantine tous les midis. Il y a tout un travail qui a pu être fait à certains endroits et du coup le reflet c'est se dire pourquoi on n'en est pas là à beaucoup plus d'endroits quoi. Je pense que c'est là le problème. J'ai envie de revenir par rapport aussi à l'Agorae, on en parlait tout à l'heure, les épiceries solidaires qui luttent à leur façon aussi contre le gaspillage alimentaire en revendant des produits qui sont à consommer très vite ou alors même périmés mais toujours consommables. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez un peu ces épiceries solidaires? Oui. Ouais. Non, du coup, donc c'est un système qui est mis en place à la Cato pour... En fait, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous avez un système plus ou moins équivalent à Lille 2. Il y en a deux à l'Université de Lille. Il y en a une, c'est la campusserie au niveau de l'ancien Lille 3, donc sur le campus de Pont-de-Bois. Et il y en a un au niveau de la faculté de pharma et ça s'appelle Epicea. D'accord. Okay. Donc il y en a deux là pour le moment. Du coup, on voit bien que d'une certaine façon aussi, on essaye de lutter aussi contre le gaspillage alimentaire, notamment avec ces choses-là. On va rester, je ne sais pas, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à... Oui, pour revenir sur le fait que c'était... Enfin, je pense quand même que c'est vraiment au rôle des universités comme on l'a dit tout à l'heure, que les cantines soient avec des produits, pas forcément bio, mais des produits qui sont déjà locaux, qui sont ou équitables ou éthiques, enfin des produits qui respectent les producteurs ou des choses comme ça. Je pense que si dès l'alimentation, enfin ça bouge beaucoup dans les écoles primaires et dans les écoles primaires et dans les collèges, mais pour l'instant, par exemple, du moins dans notre campus, il y a des initiatives, mais il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, alors qu'on a les moyens, je pense, de consommer des produits qui viennent de la région, de mettre en valeur tous nos systèmes de production qu'on a autour de nous, en fait. Et c'est vraiment le rôle des universités de mettre ça en place. Ça ne peut pas être des initiatives seulement étudiantes. Je pense que c'est vraiment à l'administration de mettre ça en place. Oui. Alors du coup, nous, il faut savoir qu'au sein de l'université, on fonctionne aussi avec, et surtout le Crous. Et du coup, il y a un collectif qui s'est créé au sein de l'Université de Lille qui s'appelle Campus en Transition. Et le but, c'est justement de dénoncer les déchets, mais aussi l'impact du Crous aujourd'hui. On va faire des sculptures avec des déchets qui devraient être très imposantes parce qu'on a réussi à en collecter beaucoup. Et donc, il y a aussi à ce niveau-là où ça a besoin de changer, sachant que le Crous fonctionne avec des accords nationaux. En fait, c'est très compliqué de pouvoir passer à des dynamiques locales. Et du coup, il y a un gros changement à faire. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt, en tout cas dans l'immédiat, même si ça serait bien, parce que ça changerait beaucoup de choses. Nous, autour de Lille, il y a quand même de plus en plus de producteurs et ça ne manque pas pour pouvoir fournir ce genre d'établissement, quoi. Très bien. On va rester un peu dans le thème de la jeunesse. Dans le thème l'engagement à la citoyenneté, il y a l'idée il y a le service civique notamment qui est revenu. Les étudiants étaient plus ou moins unanimes pour dire qu'il était plus ou moins sous-exploité ou en tout cas mal expliqué et qu'il n'y avait pas un assez bon suivi, notamment à la période du lycée, où ils aimeraient bien en entendre parler, notamment dans les cours d'éducation civique en première. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du service civique? Est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous comptiez en faire? Alors moi, j'en ai pas fait. Dans mon expérience, c'est pas la même chose, mais du coup, j'ai été scout et je suis parti dans des projets solidaires. Et c'est vraiment un plus, je pense, pour la fabrication d'une personnalité. Ça permet vraiment de découvrir notre culture et de se rendre compte aussi qu'on a quand même de la chance dans notre pays. Et je pense que c'est, pour revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, de s'inspirer un peu d'autres modèles en Europe, ou en Allemagne, par exemple, à la fin du lycée, c'est quasiment obligatoire de partir à l'étranger 1 an en service civique, ou juste partir, pas en vacances, mais aller travailler à l'étranger et vraiment apprendre, à découvrir le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui est presque indispensable dans le monde auquel on vit aujourd'hui. Et oui, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en valeur au niveau du service civique au lycée. On ne connaît pas très bien comment ça se déroule. Et c'est vrai que c'est ce qu'ont dit les étudiants hier, c'est qu'il y en a qui ont envie de le faire, mais ils ne savent pas que ça existe. Après, il n'y a pas que le service civique, je pense qu'il y a aussi des démarches à faire personnellement, mais je pense que c'est vrai que ce serait bien que le lycée encourage les gens à peut-être avoir une année de transition entre le lycée et les études supérieures, je pense que c'est vraiment presque indispensable
de partir pour pouvoir retourner peut-être un peu plus fort dans l'éducation, parce que ça peut durer un certain nombre d'années. Après, je sais que, en tout cas, je sais que le service civique, on peut même le lier à nos années d'études. Je connais des personnes qui le font après les cours et qui donnent quelques heures par soir pour au final, une dizaine d'heures par semaine. Après, ce qui est compliqué aujourd'hui avec le service civique, c'est que c'est encore très mal vu en France de faire une année de césure, parce qu'on appelle ça une année sabbatique, que c'est considéré comme étant des vacances, et qu'il faut être capable de justifier de la raison, déjà notre motivation à faire un service civique, qui a intérêt à être bien fondé pour pouvoir arriver dans une université. En plus, il y a aussi la problématique de Parcoursup, pas près maintenant, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Après, le service civique, ça peut aussi se rapporter à du militantisme. Moi, j'ai pas fait de service civique, c'est ce que je voulais faire initialement entre justement le lycée et les études supérieures. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve engagée bénévolement dans plusieurs associations et c'est un peu tout comme parce que j'apprends beaucoup. C'est-à-dire que ça peut aller de l'organisation de réunions, à de la comptabilité, à de la communication. Enfin, on a un panel de diversité d'options qui peut aussi se pallier par du bénévolat ou de l'investissement dans une cause. Donc, par exemple à Saint-Saul, où on apprend aussi le fonctionnement des institutions, quels acteurs il faut interroger quand on veut avoir des réponses à une telle problématique. C'est très global et du coup, il y a aussi peut-être une démocratisation à faire, effectivement, mais il ne faut pas non plus mystifier les services civiques. Il y a aussi plein d'opportunités pour avoir les mêmes bénéfices et du coup pouvoir s'ouvrir aussi sur d'autres choses que ce qu'on apprend en cours, du coup, parce qu'on est très spécialisé quand on fait des études supérieures et qu'il n'y a pas que ça, et c'est beaucoup plus pratique ce qu'on apprend en faisant du bénévolat ou du militantisme à côté aussi. Tu pointais le problème de la rémunération dans une conversation précédente. Oui, après, du coup, il faut aussi savoir que du côté des services civiques, il y a aussi des abus aujourd'hui, puisque ça s'est beaucoup démocratisé. Et en fait, il y a beaucoup de jobs étudiants qui correspondaient à des jobs étudiants avant, qui sont maintenant passés en service civique de courte durée. Et en fait, ça devient compliqué aujourd'hui de pouvoir avoir une rémunération décente en tant qu'étudiant en voulant faire du bénévolat, parce qu'on a aussi des études à financer, et que on voudrait bien pouvoir s'investir dans des causes auxquelles on croit, et pourtant, moi personnellement, j'ai besoin de financer mes études pour l'an prochain, et je ne vais pas me permettre d'être payée la moitié de ce que je pourrais gagner en travaillant par un autre biais, et c'est un peu une des lacunes du service civique, parce qu'aujourd'hui, même si on en parle peu au niveau des étudiants, ça s'est quand même démocratisé. Il y en a même qu'on peut faire en entreprise. Et du coup, c'est un peu le nouveau vacataire où du coup, ça limite aussi son impact positif, on va dire. Très bien, mais c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à vous d'y avoir participé. Et on se retrouve très bientôt sur Circonflexe Mag.